On y est? Bon, bien. Voilà, bonjour à tous. Bienvenue à ce second live Jeune CDH. C'est donc à partir maintenant, à partir de maintenant, tous les mercredis à midi pile, on vous retrouve pour parler de l'actualité, répondre à vos questions et essayer comme ça de un peu rapprocher le monde politique de vous, chers amis, derrière votre écran. Alors, la semaine passée, je recevais Opaline Meunier pour commenter l'actualité et les concerts communaux à Mons. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Héloïse Moutka. Héloïse, tu peux peut-être te présenter en quelques secondes? Oui, bonjour, Héloïse Moutquin, je suis membre des Jeunes CDH depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Et dans la vie, je suis formée comme historienne et actuellement en train de me spécialiser dans tout ce qui est urbanisme. Donc je travaille dans une commune au service de l'urbanisme. Voilà. Et quelle commune? Scarbeck. Mais Héloïse habite à Boisfort. Oui, et je suis originaire de Namur, donc je connais bien la Wallonie aussi. Voilà. Alors, pas mal d'actualités à l'agenda cette semaine. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour poser vos questions. Donc, on est vraiment là pour y répondre. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées. On va y répondre tout au long de ces 20-25 minutes de discussion. Alors, premier grand sujet qu'on voulait aborder, c'est toute la question de la taxation du kérosène des voitures de société. Il y a eu une étude qui est parue dans le soir qui montre que l'Europe nous scrape un peu en termes d'énergie renouvelable. On avait un objectif de 13% d'énergie renouvelable d'ici à 2020 et on va arriver seulement à 9%, 9,2% et donc on ne va pas atteindre notre objectif. Et de manière générale, ça pose la question des objectifs plus larges en termes d'émissions. On n'atteint pas du tout les objectifs qu'on s'est engagé à atteindre. Et donc, voilà, quelles sont les mesures qu'on peut prendre de manière un peu plus radicale pour y arriver? Il y a différentes mesures qui sont à prendre. Il y a les mesures au niveau de la production d'énergie, où là, clairement, on a des problèmes en matière de parcs éoliens. On lisait justement un article ce matin qui explique qu'en fait on a du mal à trouver des terrains pour mettre les éoliennes. Il y a eu un grand plan wallon qui a essayé d'imaginer où est-ce qu'on pouvait mettre toutes les éoliennes en fonction d'une série de critères et on n'en était vraiment jamais avec assez de terrain. Et donc là ça pose vraiment problème, peut-être commencer à élargir les critères, à un moment donné réfléchir sur l'esthétisme de nos campagnes, est-ce que c'est quelque chose qui doit vraiment primer sur l'énergie, mais il y a aussi une question de consommation énergétique sur laquelle on peut faire hyper attention et ça récemment il y a quand même pas mal de propositions qui sont faites par le CDH qui permettent de réduire notre consommation d'énergie en matière de transport ou en matière d'habitation par l'isolation de ces habitations-là. Parce que c'est clair que chacun doit faire sa part, donc pour moi c'est vraiment important qu'on travaille sur les deux thèmes. C'est vrai dont on parle beaucoup cette semaine dans les médias, c'est la question de la taxe kérosène. Et donc ça c'est clair qu'il faut, c'est plus possible qu'on ait des trajets en avion vers Nice, vers Amsterdam, vers Paris qui soient moins chers que des trajets en train ou par d'autres moyens de transport. Et donc il faut vraiment changer ça. Alors c'est vrai que c'est une question européenne à certains égards, c'est-à-dire que pour vraiment mettre une taxe kérosène sur toute l'Europe, il faut évidemment avoir l'accord des autres pays, mais selon nous on peut aussi avancer déjà très concrètement avec notre prérogative en termes de politique aéroportuaire et autres. Je suis certain qu'on peut, je ne suis pas spécialiste du secteur, mais il y a certainement moyen d'éviter déjà certains trajets qui sont complètement débiles en fait. Les Pays-Bas ici viennent d'annoncer qu'ils veulent supprimer les vols Bruxelles-Amsterdam. Enfin, en fait, je ne m'imagine même pas qu'ils pouvaient encore avoir des vols de cette distance-là. Ça nous paraît parfois être un autre monde, mais visiblement il y en a qui sont encore là-dedans. Et puis toute la question des voitures de société, donc on en parle beaucoup cette semaine. Nous, ça fait des mois c'est au mois de novembre, je pense, qu'on a voté officiellement les jeunes CDH notre volonté d'enlever les voitures de société. Alors, il faut être très très précis sur ce sujet, sinon ça crée pas mal d'émotions. Alors, enlever les voitures de société, il y a deux politiques derrière cette mesure. Une politique fiscale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voitures de société, elles diminuent le coût du travail pour un certain nombre de travailleurs. Et donc ça nous paraît important de pouvoir maintenir. Aujourd'hui, le coût du travail en Belgique reste beaucoup trop élevé. Donc si on enlève les voitures de société, on doit en contrepartie diminuer les
charges sur le travail. On avait une proposition aux jeunes CDH qui est très simple, c'est-à-dire augmenter les revenus forfaitaires exonérés sur vos fiches d'impôt, c'est-à-dire que tous les travailleurs ne doivent pas payer d'impôt sur une partie de leurs revenus. Nous, on propose d'augmenter un peu ces revenus, comme ça, automatiquement, pour tous les travailleurs, indépendamment de savoir s'ils avaient une voiture de société ou non, eh bien, le coût du travail diminue un peu. Donc au niveau employeur, il n'y a pas de changement. Alors évidemment, ça change un peu pour certains travailleurs qui avaient une voiture de société, qui auront un avantage un peu moins grand. Ça c'est clair, mais on l'assume à un moment donné pour pouvoir diminuer les taxes sur le travail pour tout le monde. Après, on pourra avoir d'autres mesures plus ciblées si certains estiment qu'il faut cibler la diminution du coût du travail sur certaines catégories de revenus. Nous, on n'est pas fermé à ça. L'important, c'est qu'on enlève l'avantage qu'on donne aux voitures de société. Et alors, une politique évidemment de mobilité, c'est-à-dire que derrière la voiture de société, c'est aussi la question de savoir comment est-ce qu'on se bouge, comment est-ce qu'on se déplace. Là, il faut évidemment investir massivement dans les alternatives. Il n'y a pas d'autre solution. Et les 2 milliards par an qu'on pourrait gagner en enlevant les voitures de société, on pourrait en partie les allouer à la diminution du coût du travail et en partie à une amélioration des alternatives. Transports en commun, ça devient vraiment nécessaire. C'est-à-dire que si c'est pour aller vers des voitures personnelles à la place des voitures de société, ce n'est pas l'objectif. L'objectif premier de diminuer les voitures de société, c'est d'améliorer notre mobilité, d'améliorer donc notre consommation d'énergie. Et ça ne peut se faire que via les transports en commun, mais on peut aussi aller un peu plus loin et réfléchir autrement. J'ai une petite métaphore comme ça. Pour le moment, on est à fond en train de critiquer tout ce qui est plastique aussi. La voiture, c'est comme le plastique. C'est quelque chose qui est facile, qui est pratique, qui est pas cher et dans lequel on investit à fond. Mais qui pollue beaucoup. Mais ça pollue beaucoup. Et qui crée d'autres problèmes comme les embouteillages et pour le plastique, les déchets qu'on se la prise sur l'espace public, ouais. Etc. Donc il y a vraiment un gros problème. On a inventé les voitures moins polluantes, mais là c'est un peu comme quand on a recyclé les déchets. C'était sympa, mais c'était pas encore optimum. Les transports en commun, ce serait comme si on faisait nos emballages en carton en fait. Oui, c'est biodégradable, mais ça reste encore du déchet. Alors l'idée c'est de tendre vers le zéro trajet et parallèlement au zéro déchet et donc tout ça en améliorant toutes les questions de télétravail pour aussi diminuer le nombre de quantités de petits trajets au quotidien, ce qu'on appelle la mobilité choisie. Donc il y a la mobilité subie qui est celle de la distance entre le travail et l'habitat, mais aussi la mobilité subie, choisie, où là on choisit notre destination entre différents loisirs, entre différents services, entre différents magasins. Et donc les loisirs, les services et les commerces, si on en avait beaucoup plus à proximité, notamment dans les villages, et si on avait moins de villages dortoirs, on pourrait se passer à ce moment-là de tous ces trajets en voiture, où parfois on va faire 10 km pour aller acheter un steak le soir, quoi. Voilà. Bon, ça c'est une vision d'urbaniste. Oui. Non, mais c'est top. La question de l'aménagement du territoire, c'est aussi toute la question des villes reliantes qu'on va mettre à l'agenda des prochaines élections. On vous en parlera peut-être dans un prochain live. Évidemment, il ne faut pas non plus être dogmatique sur le zéro trajet. L'idée générale, c'est de pouvoir diminuer les trajets. Par contre, moi, je trouve que ça reste une richesse de pouvoir bouger, de pouvoir rencontrer d'autres réalités, d'autres cultures. Donc ça, il faut évidemment pouvoir continuer. Et là, c'est la question des alternatives. Tu as parlé de transport en commun, c'est le vélo en ville, le vélo électrique, c'est tout ce qui est covoiturage. Il y a les covoiturages entre les villes, mais aussi covoiturage intra-urbain qui permet aux parents de conduire leurs enfants à l'école, au centre sportif et autres en s'entendant avec leurs voisins. Il y a des plateformes maintenant super intéressantes qui voient le jour. C'est aussi continuer à offrir la possibilité aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite de se déplacer en voiture parce qu'il y a pour certaines ou en taxi social, voilà, exact, parce qu'il y a certaines catégories de population qui ont encore besoin de la voiture. On en parlait des familles nombreuses, des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées. Et bien pour ces personnes-là, on doit justement trouver des moyens efficaces d'utiliser les véhicules. Il y a également tout ce qui est l'intermodalité qui permet de faire, on va dire, les premiers kilomètres jusqu'à la gare en voiture et puis alors après prendre de la gare vers Bruxelles, le train. Il faut penser intelligemment. Voilà, c'est vraiment choisir, séquencer. Et puis alors aussi, il y a toutes les questions de voitures partagées en fait, qui se permettent également de partager un même véhicule tout le temps, donc ça prend moins de place sur l'espace public. Et par exemple, je me déplace en voiture, en vélo tout le temps, mais de temps en temps je dois déménager un meuble, je suis bien contente d'avoir accès à la Cambio. C'est ça pour la province, les derniers kilomètres. Voilà. Bon, on va avancer parce qu'il y a pas mal de sujets à discuter. Alors, on voulait aborder en deuxième partie la question de la sortie du PPE.
Vous avez peut-être entendu, ceux qui s'intéressent un peu à la politique européenne, que le CDH a fait un appel en disant qu'il fallait que Viktor Orban et son parti quittent le PPE suite à différents incidents qu'ils ont eu et aussi à sa manière qui sont de valeur en fait, qui sont plus en ligne avec les nôtres. Alors, quelle est notre position là-dessus? Nous, on est très demandeurs que ça bouge au niveau européen, on se sent plus du tout à l'aise ni au PPE, les mêmes problèmes se retrouvent au IEP souvent, c'est-à-dire qu'à un moment donné on doit arriver à trouver des gens avec qui on partage les mêmes valeurs pour l'Europe, et aujourd'hui au PPE il y a certains partis, Viktor Orban en représente un, mais il y en a d'autres avec qui il y a des vrais problèmes idéologiques, et donc plusieurs possibilités, ou bien on quitte nous-mêmes le PPE, mais on pense aussi qu'il y a des gens au PPE avec qui on s'entend très bien, avec qui on partage la même vision, ou bien certains quittent le PPE pour laisser un PPE renouvelé avec une nouvelle dynamique, mais en tout cas en termes notamment de transparence des décisions, en termes d'Europe sociale, en termes d'environnement aussi, il y a quand même au PPE certains partis avec lesquels on est vraiment plus d'accord. Oui, ça dépend vraiment des partis, ça dépend des pays. J'ai eu la chance d'aller au IEP, donc le PPE, mais pour les jeunes. Ouais. Et on s'était rendu compte qu'on avait vraiment énormément de points communs avec certains partis, notamment du Nord ou même d'Allemagne. Ouais, je vois des jeunes qui disaient qu'ils soutenaient le PPE d'Angela Merkel, mais oui, totalement. Maintenant, c'est vrai que peut-être qu'à vouloir trop grossir le PPE et devenir un trop grand pays, on accepte un trop grand groupe, on accepte des partis avec lesquels on n'est plus en accord, on n'a plus la même identité, et ça peut peut-être déforcer au final notre message. Donc peut-être scinder, ou bien en tout cas se regrouper et essayer d'arriver à avoir des tendances plus institutionnalisées au sein de ce groupe, ça permettrait d'être une solution pour pouvoir à nouveau faire entendre notre voix. Il y a quand même pas mal de fois où ils ont voté des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord, et qu'on demandait... notamment au niveau environnemental. On va en parler dans une minute par rapport à l'Europe en général, mais je pense que l'Europe est arrivée à un grand tournant, où il y a eu énormément, évidemment, ces dernières décennies, des énormes avancées qui ont été faites sur l'Europe. Maintenant, on est quand même à une période de crise. Une crise, ça veut dire qu'on va aussi renaître. On va parler de la renaissance que Macron appelle dans quelques minutes. Mais au niveau PPE, ça se traduit aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une nouvelle dynamique. Il faut que le groupe parlementaire dans lequel on est au niveau du Parlement européen prenne cette nouvelle dynamique. Et donc, ou bien c'est avec les mêmes, peut-être qu'on va changer de nom, peut-être que nous on va bouger avec d'autres, enfin voilà, mais il ne faut pas avoir peur non plus de cette recomposition. Les partis, ils ne sont pas là comme une identité à défendre absolument, c'est mouvant, ça peut bouger, et donc c'est plus un tabou aujourd'hui. Je suis très heureux que Maxime Prévost, Benoît Ludgen, John Mitchell l'ont dit publiquement. Aujourd'hui, c'est plus un tabou, notre question, la présence au PPE, on va se poser vraiment la question, et moi j'en appelle à ce que la réflexion, on aille jusqu'au bout de la logique, et que ce ne soit pas simplement un coup de com' qu'on ait fait là ces derniers jours, mais qu'on aille jusqu'au bout, et que si on n'arrive pas à trouver un modus vivendi en sein du PPE, et bien qu'on aille chercher un avenir ailleurs. Alors, ça nous amène à la question de Macron et l'Europe. Vous avez entendu ou lu sans doute la lettre que Macron nous a tous envoyée, puisqu'il nous a tous envoyé une lettre où il appelle à la renaissance européenne. Alors, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Je ne sais pas, Lily, si tu veux commencer. En fait, on nous avait posé la question, et comme ça, j'intègre la question. Oui. C'est Simon Pierre, je pense, qui avait posé... non, il y avait eu d'abord Valère Duquesne, qui nous demande comment est-ce qu'on trouve les propositions de Macron quand on assiste à la déchéance démocratique en France, je cite. Il y avait Simon Pierre aussi qui nous a demandé de faire un peu liste de ce qu'on en pense, parce qu'il fait une série de propositions assez concrètes quand même dans sa lettre. Personnellement, je trouve qu'il n'a pas perdu dans ce qui passe en France et ce qui se passe en France. On voit, tu disais, des images très fortes, et c'est vrai, et il y a des choses qui se passent qui personnellement m'interpellent énormément. Maintenant, c'est pas pour autant que je considère que parce qu'il y a des choses qui se passent en France qui sont pas normales, il perd sa légitimité au niveau de l'Europe. Donc, j'ai lu sa lettre quand même qui est intéressante. C'est ça, vraiment, appuyons le point, parce que moi, je trouve ça vraiment important. Nous, on n'est pas français, on peut avoir des avis, et quand on boit un verre avec nos copains, discuter de la situation en France et de ce qui est bien ou pas. Maintenant, comme jeunesse politique, ou comme parti politique, ou comme mandataire, je trouve qu'on n'a pas non plus une légitimité d'aller... la situation en France, elle est très compliquée, on peut comprendre tout le monde, on peut critiquer tout le monde, c'est pas notre rôle ici. Nous, notre interlocuteur
au niveau européen pour la France, c'est Emmanuel Macron, il a été élu président de la République, il l'est pour 5 ans, et jusque-là, jusqu'à nouvel ordre, ben nous, c'est avec lui qu'on doit traiter, quoi. Donc voilà, alors moi je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait en France, ou en tout cas voilà, je le sens pas tout le temps, mais il y a des choses que... Voilà, je pense que le débat, c'est ça que je veux dire, ne doit pas se situer là, le débat, comme tu dis, doit se situer sur la proposition européenne d'Emmanuel Macron. Et donc quand on analyse sa lettre, il y a quand même pas mal de choses. Premièrement, le constat du problème. Quand il dit jamais l'Europe n'a été aussi nécessaire et on a besoin vraiment d'une Europe, 100% d'accord. On a besoin d'une Europe qui est solidaire, qui se construit ensemble. J'avoue que je préférais que cette Europe soit en accord avec nos valeurs, mais voilà, il y a parfois des choses, ça s'appelle des compromis quand on veut travailler ensemble, mais si on reste soudés ensemble, on va pouvoir affronter les défis et les risques vraiment de guerre qu'on a d'ici 30 ans suite au problème des ressources. Maintenant, dans sa lettre, il y a des choses qui sont très positives. J'ai relevé le bouclier social, donc ça nous permet vraiment une égalité entre les travailleurs européens. J'ai relevé le fait qu'il voulait renforcer l'économie, la production et le fait qu'on consomme européen. Ça, je trouve ça très simple, d'une part pour l'environnement et d'autre part aussi parce que ça permet de mettre un peu plus d'égalité et peut-être un meilleur juste prix sur les marchandises. En matière d'environnement, il a repris l'idée de la route d'une banque du climat. Il veut diminuer les pesticides de 20 à 50%. Il veut que le climat soit un mandat européen. Donc oui, bien sûr, c'est pas sur nos 33 000 km² en Belgique qu'on va pouvoir faire quelque chose vraiment de significatif. Donc si on arrive à convaincre un maximum de personnes en Europe, c'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver. Il y a cependant 3 petites choses sur lesquelles j'étais un peu plus dubitative. Premièrement, il disait qu'il fallait des organes permettant de garantir notre démocratie, notre liberté. Ça dépend ce qu'on appelle derrière le mot démocratie et derrière liberté. Donc je ne voudrais pas que ce soit ça, visons la démocratie de la liberté. Il a parlé d'un meilleur contrôle des frontières européennes. Donc oui, si l'objectif c'est vraiment d'intégrer au mieux les personnes et les réfugiés notamment, mais aussi pourquoi pas les migrants dans le système pour pouvoir ne plus qu'ils soient en mode clandestin et qu'ils vivent des choses horribles sur notre territoire. L'idée c'est contrôle avec accueil. Pour moi ça paraît vraiment nécessaire. Mais contrôle par contre à fond sur les marchandises, que l'Europe nous protège vraiment. Puis alors il a une position qui aussi m'interpelle beaucoup, c'est par rapport à l'Afrique. Donc il dit que parmi tous les continents c'est celui qui ont le plus de destin, et c'est vrai que voilà, de par notre action de colonisation, on a été se mêler de ce qui se passe en Afrique, et donc on est peut-être un peu responsable aussi de faire de ce que ça devient, mais on ne peut pas être tout le temps dans du paternalisme ou du néocolonialisme. Et donc peut-être être un peu plus à disposition de ceux qui veulent venir vers notre modèle, mais pas forcément venir imposer notre modèle occidental en Afrique, quoi. Ah oui, c'est une vision paternaliste parfois, voilà, un peu c'est dérangeant. ça qui me dérange. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment... l'Europe va demain se partager entre les pro-européens et les anti-européens, et donc à un moment donné, être pro-européen, c'est déjà quelque chose qui nous rassemble très fortement. Alors on peut ne pas être d'accord sur le dernier carat de certaines positions, mais je pense que c'est quand même très important qu'on se rassemble, on rassemble les forces pro-européennes, peu importe dans quel groupe parlementaire il se retrouve aujourd'hui au niveau de l'Europe. Il faut vraiment avoir ça, et c'est quoi cette décision pro-européenne? C'est plus d'Europe au niveau politique, au niveau fiscal. Il faut à un moment donné un impôt des sociétés, à mon avis, au niveau européen. Il faut, on a parlé de la banque climat, mais il faut aussi au niveau institutionnel qu'on avance vers une Europe plus politique, avec l'élection directe du président de la Commission, avec la diminution du nombre de commissaires européens. Ça ne va pas aujourd'hui qu'il y ait une logique nationale dans cet organe communautaire, c'est-à-dire que chaque pays envoie son commissaire, mais ça n'a pas de sens. On a 28 commissaires, du coup il n'y a plus aucune cohérence dans la politique, et voilà une plus grande moi je pense un plus grand poids en fait du Parlement européen dans la prise de décision. On a déjà avancé parfois, on a déjà avancé dans le bon sens, mais il faut vraiment plus d'Europe, et donc on doit assumer ça, c'est-à-dire que
les personnes qui sont pro-Europe, eh ben, ils peuvent se rassembler sur ce thème-là. On n'est pas obligé de exporter nos différences et nos débats nationaux au niveau du Parlement européen. On doit pouvoir, et donc ça fait en sorte que, par exemple, au niveau belge, on a déjà un consensus très fort sur l'avenir de l'Europe, puisque beaucoup de partis belges sont pour une Europe beaucoup plus forte. Donc voilà, on doit assumer ça et pas utiliser l'Europe pour faire parfois des débats politiques nationaux. Donc voilà un peu pour Macron et l'Europe. Je pense qu'en tous les cas, ce qu'on doit laisser à Emmanuel Macron, et je pense qu'il faut le dire, c'est qu'il donne une vraie ambition, il donne le ton, il met le sujet à l'agenda politique. Bon, moi je trouve que quand même ça fait du bien quoi, d'avoir des personnes comme ça, et il y en a d'autres dans d'autres partis. Bon, Guy Verhofstadt, Philippe Lambert, c'est des personnages quand même, bon là pour parler des Belges, mais qui au sein du Parlement européen aussi mettent régulièrement la question de l'Europe et font un peu rêver avec l'Europe, et donc ça c'est bien. Et Emmanuel Macron, avec son geste aujourd'hui, je trouve qu'il participe à ce mouvement positif pour l'Europe. Alors après l'Europe, qu'est-ce qu'on a? Parlement jeunesse, on va revenir un peu plus proche de la Belgique, avec une chouette initiative quand même, ce Parlement jeunesse qui en est à sa 23e édition, 23e session. Alors Héloïse est une ancienne du Parlement jeunesse. Moi je me souviens que j'ai essayé de m'inscrire à l'époque, mais j'avais pas été retenu. Voilà, t'avais pas été assez original dans ta lettre alors. C'est ça. Et donc voilà, c'est vrai que c'est une session parlementaire où des jeunes s'asseyent dans les fauteuils des parlementaires et vivent une semaine comme des parlementaires, avec aussi un gouvernement qui se crée. Il y a 4 faux ministres qui présentent des faux décrets, et c'est sur ce texte-là que la députation va s'exprimer en fait. Ok. Ouais. Mais parle-nous-en un peu là, parce que c'est occupé là pour l'instant, à l'heure où on parle, ils sont occupés à débattre. Donc, là on est mercredi, donc ils sont en train de faire des chambres d'amendements sur un des textes. Concrètement, le Parlement jeunesse, c'est une simulation, donc on est dans un état totalement fictif, ils sont dans un état totalement fictif, je suis une ancienne maintenant, qui s'appelle la Gigonie. C'est un marronnier, ça fait chaque année, dans l'actualité, on a toujours des petits reportages, etc. Et alors ça, j'en profite, chaque année, les journalistes viennent prendre les députés et ils nous regardent et ils font oui, alors toi, tu veux être politicien, tu veux te faire élire? C'est pas une école de la politique, ce système-là. Au contraire, je crois que, allez, sur les 300 personnes que j'ai rencontrées en 3 ans, que j'ai eu la chance de rencontrer, on était 20, 30 à tout casser, à avoir une carte au parti. C'est avant tout une association de jeunes donc, qui remplissent totalement l'objectif de devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, où on va tous ensemble donner un avis à chaque fois pendant toute la semaine sur certains décrets complètement utopiques parfois, mais ça nous oblige à nous poser des questions. Et ce qui a été très chouette aussi, c'est que ces jeunes viennent un peu partout en Belgique et ont donc des vécus et des idées différentes. Et donc moi en tant qu'être humain, ça m'a fait du bien, parce qu'on est très souvent dans nos bulles, avec nos amis, avec les gens qui pensent un peu comme nous. Dans un parti c'est encore plus le cas. Et donc se retrouver confronté à des gens qui ont des vécus différents, avec des idées différentes, c'est vraiment hyper enrichissant. Et ce qui est très chouette aussi, c'est que on a beau être une simulation parlementaire qui a aussi pour but de montrer un peu aux citoyens comment fonctionne le processus législatif, on a pris certaines libertés. Et donc c'est assez inspirant. Je trouve que ce serait pas mal si les parlementaires pouvaient faire l'effort de, pendant leurs vacances, venir voir aussi leur hémicycle pour voir comment ça fonctionne. Les libertés, c'est que chacun parle en son nom propre, donc on n'a pas de groupe au Parlement jeunesse, parce qu'en même temps il y a le JPJ aussi au Sénat, qui eux ils ont des groupes, mais au Parlement jeunesse Fédération Wallonie-Bruxelles, on n'a pas de groupe et on s'exprime donc en nom propre, ce qui fait que les débats sont hyper intéressants vu que pas du tout décidés à l'avance. Ça, n'importe quelle personne qui va regarder un peu l'hémicycle en Parlement en Fédération Wallonie-Bruxelles, on s'en aperçoit. Les votes se font par bloc, par parti, et chaque parti s'exprime, quoi. Donc l'idée, notre message aujourd'hui, c'est peut-être de dire aux parlementaires de vraiment venir s'inspirer aussi des méthodes un peu alternatives qui émergent avec ce Parlement jeunesse. Il faut que le Parlement redevienne un sujet de discussion vraiment, où chacun peut s'exprimer et ne pas forcément se conformer uniquement à une... Ça, c'est quelque chose qu'on a fortement dénoncé à notre dernier congrès aussi, en disant que en fait aujourd'hui on a un vrai problème de séparation de pouvoir, c'est-à-dire que le Parlement est complètement
inféodé au gouvernement, et le gouvernement prend le pouvoir total sur le Parlement, et les parlementaires ne deviennent en fait finalement que des presse-boutons de ce que dit le gouvernement ou de ce que dit le parti, et donc c'est important de retrouver cette dynamique parlementaire. Je pense que plusieurs propositions sont sur la table pour essayer de faire ça, et donc nous on soutient ça, et donc top là tous les, comment on appelle les membres du Parlement jeunesse, on dit les députés du Parlement jeunesse. Voilà, les députés du Parlement jeunesse, excellent en tout cas ce que vous êtes en train de faire cette semaine, et continuez à nous faire rêver. Alors, on voulait parler une minute du redoublement aussi. On en parle beaucoup dans les médias aujourd'hui, donc au niveau de l'enseignement, puisque une étude est parue et qui démontre en fait le côté extrêmement négatif du redoublement en termes sur l'enfant, en termes de niveau aussi scolaire. En fait, il démontre vraiment que faire redoubler un enfant, ça n'augmente pas le niveau scolaire. C'est normal, là je vois un petit souci sur la vidéo, ouais, ok, top. Alors, sorry, on a un peu perturbé là, mais on va retrouver le fil. Bon, le redoublement, en effet, moi ce que je pense, si je peux 2 secondes m'exprimer là-dessus, c'est qu'un enfant sur 2 aujourd'hui redouble dans l'école primaire et secondaire, et donc à un moment donné, quand un système est fait, c'était l'exception avant et aujourd'hui ça devient la majorité, il y a vraiment un problème. Il y a une chose aussi dont on parle très peu, c'est le coût caché de ce redoublement, puisqu'évidemment, des enfants qui redoublent, c'est un an de plus à l'école, et donc c'est une année scolaire à payer en plus par la collectivité. Si on mettait tout cet argent-là, au lieu de le mettre dans le redoublement, si on le mettait dans le tutorat, dans l'accompagnement de ces élèves, pour qu'ils retrouvent le chemin et qu'ils retrouvent la confiance en soi aussi, parce que le redoublement, c'est catastrophique pour la confiance en soi, eh bien je pense qu'on aurait vraiment une grande avancée. Et donc je pense que c'est bien d'avoir un pacte d'excellence aujourd'hui qui a notamment pour objectif d'éviter le redoublement. C'est pas pour niveler l'école vers le bas. Justement, cette étude d'aujourd'hui montre que justement, on est plutôt vers quelque chose qui est bon pour le niveau de l'école. Oui, tu as parlé de coût en matière monétaire, mais aussi le coût humain. Pour un élève, j'ai eu la chance d'être prof pendant 3 mois, mais pour un élève, devoir redoubler obligatoirement, c'est vraiment un échec. Et donc en fait, il faut un peu sortir de ce système de l'échec. Faut aussi qu'il se rende compte que s'il redouble, c'est pas forcément lui qui est en cause. Parfois, c'est aussi une question de le système qui n'est pas adapté. Et donc, j'aime beaucoup dans le pacte d'excellence l'idée qu'on arrête les filières vraiment qui sont... Jusqu'à présent, quand un élève doublait 2 fois de suite, en général, il devait aller en technique, et donc ça dévalorisait totalement le technique parce que c'est la filière dans laquelle on envoyait tous ceux qui avaient raté en général. Et là, maintenant, on va sur une vision beaucoup plus le tronc commun qui permet à chaque élève de s'essayer dès le début à différentes intelligences, et donc on va davantage évaluer d'autres intelligences que la logico-verbale. Je crois que les experts évaluent le nombre d'intelligences à 9 différentes, et principalement à l'école, on a 4 heures de sport, mais en dehors de ça, c'est du logico-verbal, et il est plus que temps de sortir de cette logique-là. Et ça, je pense qu'on peut vraiment faire un appel à tout le monde pour soutenir le pacte d'excellence. Le pacte d'excellence, c'est un processus qui dure maintenant depuis, si je ne me trompe pas, depuis 5 ans, où tous les acteurs de l'école sont mis en réseau, tous les acteurs de l'école sont mis autour de la table avec une vraie dynamique participative, alors certains trouvent que certains experts ont eu trop de poids, etc. On peut toujours tout critiquer à la marge. Maintenant, je pense qu'il y a enfin une vraie dynamique pour l'école qui est mise en place, une vraie ambition, avec des plans à plusieurs, je pense que c'est plus de 10 ans pour certaines mesures, avec des mesures qui sont déjà en vigueur aujourd'hui, notamment sur le renforcement de l'encadrement en maternelle et autres. Et donc, je pense qu'on est sur quelque chose de très positif. Alors, on peut toujours faire mieux, on peut toujours critiquer, il faut avancer. Alors, je demande vraiment, et je suis très content que finalement, tous les partis sont rangés derrière aussi la scission entre pouvoir organisateur et administration au niveau de l'enseignement public, et je pense qu'on doit, ça c'est une avancée majeure pour qu'il y ait enfin quand même un peu l'égalité de traitement aussi à ce niveau-là, et donc entre les réseaux, et donc je pense qu'on est vraiment quelque chose de très positif, et je demande nous, notre envie, c'est que tout le monde se range là derrière, qu'on teste cette réforme, qu'on aille jusqu'au bout de la logique, et puis après on pourra en tirer les conclusions, mais le statu quo qu'on a connu pendant très longtemps aussi, c'était pas la bonne solution. Mais tu as parlé de conclusion, il est évident qu'une réforme aussi grande, avec autant d'ampleur et autant d'implications, ça ne peut pas se faire sans évaluation. Et de toute façon, il faut non sellement qu'on la fasse possible, mais qu'on soit prêt éventuellement à changer les choses.
Et donc, pas juste être en mode on vous le fera payer si ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on soit vraiment dans un processus de réévaluation, adaptation. Parce que de toute façon, on ne peut pas, avec une réforme aussi grande, prévoir de tout ce qui va se passer, toutes les implications. Mais il faut qu'on le fasse. Ça fait 20 ans qu'on le dit, il faut réformer l'enseignement. Là, on est en train de le faire, tout simplement. Alors, on nous a posé aussi une question sur la réforme APE, qui est en cours, qui est pilotée par le gouvernement wallon. Alors, la réforme APE, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que je pense que ça n'intéresse pas tout le monde. C'est très complexe, il y a des chiffres, des formules. Mais en tout cas, nous, notre message, quand même, c'est que sur l'idée de la réforme, c'est plutôt positif, dans le sens où je pense qu'il y a quand même en Wallonie, bon, il y a Bruxelles sans doute aussi, mais il y a une vraie réflexion à avoir sur la manière dont les subsides à l'emploi sont octroyés, sous quels critères et avec quels effets et quels résultats surtout. Il n'empêche que le problème là-dedans, c'est quand on remet, c'était quoi ces APE, en fait, c'est en fait des subsides à l'emploi principalement au bénéfice du secteur associatif, et donc il faut évidemment que ce soutien au secteur associatif ne diminue pas. C'est ça le challenge de cette réforme, c'est arriver à réformer, à mieux cibler les aides sans que le secteur associatif se retrouve lésé par cette réforme. Et donc c'est là-dessus que nous on essaie de travailler un max, notamment via notre coupole de la fédération Relief, la fédération d'organisation de jeunesse, pour faire comprendre au gouvernement les impacts concrets que ça peut avoir aujourd'hui. Il faut aussi laisser du temps, je pense, à certaines associations de s'adapter. Et donc et aussi il y a toute cette fameuse question entre associations bruxelloises et wallonnes, et certaines associations bruxelloises qui bénéficiaient des points APE et autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce que j'aimerais faire comprendre aujourd'hui, c'est que oui, la réforme, selon moi, était nécessaire parce qu'il y avait beaucoup de moyens qui allaient dans des emplois qui ne méritaient pas ce soutien, mais c'est pas pour autant que les secteurs associatifs et les emplois qui fonctionnaient, qui ont une vraie utilité publique, eh bien ceux-là doivent continuer à être soutenus. Et donc il faut trouver les bonnes formules. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille. Et donc j'espère que on va arriver à quand même un système qui fonctionne pour tout le monde. C'est le challenge de cette prochaine semaine. C'est ce qui m'inquiète un peu, je t'avoue. Mais donc, je suis mandataire de Jeunes CDH au sein de Relief, et toutes les organisations de jeunesse qui appartiennent à Relief récemment ont reçu une évaluation, et a priori, au niveau de la jeunesse, elles perdent toutes de l'argent. Quand j'ai essayé d'aller discuter, de me renseigner un peu, tiens, mais comment ça se fait, pourquoi, et quel est l'intérêt alors, on m'a répondu qu'en fait, apparemment, ce serait au bénéfice d'autres associations. C'est ça qu'il voilà, faut, donc si c'est vraiment, on répartit la manne d'une autre manière, ma foi, pourquoi pas. Maintenant, je vais être sûre que la manne ne diminue pas au final. Ouais, voilà. Donc c'est ce qui fait un peu peur. Et c'est clair que ça va pas non plus que le secteur jeunesse globalement diminue partout. Ça pose question. Ça pose question, et donc c'est ça qu'on doit être très vigilant dans les semaines qui viennent. Alors, sans transition, on nous posait aussi une question sur le CDH qui ne recule pas contre une alliance avec l'EMR, voire la NVA, j'en veux pas. C'est Anatel Brain qui posait cette question-là. Alors, ça, il faut quand même remettre un peu les pendules à l'heure, ou bien on s'isole complètement. Alors moi, si je suis au CDH, c'est parce que je suis pas au MR, c'est parce que je suis pas chez Ecolo, c'est parce que je suis pas au PS, c'est parce que je suis pas au PTM, c'est parce que je suis pas à l'NVA, je suis pas au CDNV, je suis pas au OpenVLD. Bon, donc évidemment, les autres partis, je suis jamais 100% d'accord avec eux. D'ailleurs, je suis pas toujours 100% d'accord avec mon propre parti. Donc on est tous des humains. Bon, donc à un moment donné, on doit quand même pouvoir s'entendre avec les autres partis francophones, néerlandophones, quels qu'ils soient, et arriver à former des coalitions et à faire avancer ce pays vers des solutions qui nous paraissent aller vers un monde meilleur. Et c'est ça le sens du compromis. Et donc quand on nous dit qu'on peut plus s'allier avec l'UMR, moi il y a une partie du UMR avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, qui ont pris des décisions qui me scandalisent au niveau fédéral et parfois même dans les régions, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on doit pouvoir faire un compromis et enlever ces lignes, enfin ne pas passer ces lignes rouges là, et c'est ça, faire un compromis avec des gens. Donc moi, ceux qui disent qu'on peut même plus faire d'accord avec les MR, non, là j'ai un problème. Je suis pas d'accord avec leur politique, mais je peux quand même encore faire un compromis avec eux. La NVA, c'est encore plus délicat, puisque là on a un parti nationaliste, donc qui est contre la survie de notre pays, et qui a quand même des propos très très limites, parfois franchement racistes, sur la question de l'immigration, sur la question même des Wallons flamands, sur l'homosexualité, sur certains sujets phares. Et donc
avec eux, il faut faire très très attention et on a encore moins envie de tous les partis, c'est sans doute un des partis avec le Vlaams Belang et le PTB avec lesquels on a le moins envie de travailler dans ce pays. Mais si demain la NVA fait 51% en Flandre, on va arrêter aussi à un moment donné, on n'aura plus le choix. Donc voilà, c'est simplement ça. Alors après, on peut discuter des heures et faire des discussions de chambre très intéressantes sur est-ce qu'il faut plutôt dire non à la NVA ou oui, mais on va tout faire pour que non. Bon, tout ça, c'est juste de la branlette intellectuelle. À un moment donné, ce qu'il faut, c'est avancer. Nous, non, on ne veut pas aller avec la NVA. Et si un jour, il n'y a plus le choix, eh bien, on devra bien y réfléchir. Donc c'est tout simplement ça le message aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas d'accord avec Anatel. En refusant quand même, il y a, on va dire, un ordre de préférence déjà, comme tu as dit, NVA tout à fait en dernier. Il y a aussi des choses qu'on ne pourra pas laisser passer. Ah oui, c'est ça la ligne rouge. Le respect de l'être humain, il y a des lignes rouges à établir. C'est le climat et l'environnement en priorité. C'est le respect de l'être humain, pas de propos racistes, homophobes, etc. Et Maxime Privot l'a affirmé, pas question de rediscuter de démantèlement du pays. C'est clair. Donc voilà. Oui, qu'on soit très clair là-dessus. C'est vraiment ça. Il y a des lignes rouges quand même à fixer un minimum. Oui. Mais le reste, personne ne s'intéresse aux petits poteaux politiques. Passons à autre chose et discutons du fond surtout. Et le fond, peut-être dernier sujet, je sais pas s'il y a encore des questions. Je n'ai pas vu s'il y a encore des interactions, des questions plus précises, mais je pense pas. La question de la semaine quand même, qui est sous le signe du droit des femmes, puisque je pense, si je me trompe pas, que c'est ce vendredi qui est la journée internationale de la femme. Non, c'est pas de la femme, c'est des droits des femmes. Ah, des droits des femmes. Et c'est là la nuance, parce qu'en fait, ça fait des années que... Je l'ai fait exprès. Mais c'est là, ça fait des années qu'en fait, les marques et même les magasins, on voit encore cette semaine, promouvoir plein de trucs en disant 20% sur l'aspirateur en tant que journée des femmes. Non, enfin, c'est justement pas le message. Et donc, l'idée, c'est ce que j'apprécie beaucoup cette année, c'est qu'il y a énormément de réactions. Il y a une grève qui est lancée, qui est soutenue par le syndicat. Il y a une marche, il y a plein d'actions. Je sais qu'au niveau de la commune, nous, on a notre échevine qui a proposé aux travailleuses de la commune de venir faire un open mic sur la place communale. Il y a la marche pour la lutte pour les droits des femmes, parce que c'est pas parce que on a certains privilèges en Belgique et c'est pas encore le top, on le sait, notamment en termes de charge mentale, mais on a quand même certaines chances que partout dans le monde c'est le cas. Et donc il y a une marche mondiale qui est organisée à Bruxelles à 17h. Donc on vous donne rendez-vous à 17h en face de l'hôtel Hilton pour ceux qui voudraient marcher avec les femmes du CDH et les jeunes CDH de Bruxelles. Mais également il y a plein d'autres groupes auxquels vous pouvez vous joindre et c'est vraiment une chose, c'est vraiment marcher pour elles. Pour une fois, c'est quand même 50% de la population, quoi. On pourrait se bouger un peu. Voilà. Oui, et puis même si les choses ont quand même évolué, il y a quand même encore un gros souci, notamment en termes d'écart salarial, par exemple. C'est inaudible de voir que systématiquement, les femmes au même niveau de responsabilité, une femme gagne moins qu'un homme. Ça, c'est vraiment, on ne peut plus accepter ça, et donc je pense vraiment qu'on doit y aller à fond et marquer le coup sans en faire trop, sans devenir complètement idéologique, mais tout simplement en réaffirmant un certain nombre de valeurs. C'est aussi ça les droits humains. C'est la place des femmes à certaines positions. Ouais. On a eu la liste qui sort petit à petit. Ouais. Il y a certaines listes où on voit toute une photo, tête de liste, personne. Quoi. Je trouve ça assez interpellant. Et je crois, on a beaucoup critiqué les quotas, et je vous avoue, moi la première, en termes de... Ouais, c'est pas ton approche. C'était pas mon approche, mais ce que je constate, c'est qu'au niveau du parti à Bruxelles et à Liège, on est quand même vachement plus de femmes à s'investir et à oser y aller. Et quand on regarde, on a Céline Frémaux, on a Joëlle Milquet, il y a Vanessa Matz, etc., qui sont des femmes extraordinaires et qui clairement sont à mettre en avant. Et c'est ce qui fait aussi que peut-être inconsciemment, on a moins de difficultés à se présenter parce qu'on se rend compte qu'on fait partie pleinement du parti, en fait. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Sauf s'il y a encore des questions, non. Je regarde dans la salle. Non. Eh bien, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur certains
sur certains sujets d'actualité, sur notre position, notre vision, notre énergie en tant que jeune CDH. Et n'hésitez pas à nous joindre mercredi prochain. Alors moi je serai en vacances parce que je pars une petite semaine, mais on vous a trouvé des super remplaçants que vous découvrirez dans les prochains jours sur notre page Facebook pour décrypter l'actualité tous les mercredis à midi. Bonne journée.